La fréquentation elle se monte entre 68 et 70 000 personnes par an. Ce château avait des défaillances liées aux aléas climatiques, liées à l'usure. Très prestigieux, très bling-bling, Quéribus, ça se voit de partout. Enfin, on est ravis d'être là, quoi. C'est un beau chantier, un chantier qui se voit. Nous sommes un petit village de 137 habitants et nous avons quand même 12 employés sur la commune. Donc il s'agit de bien gérer sagement ce village et en même temps il rapporte effectivement la capacité de sédentariser des gens parce qu'ils ont un emploi sur place. Là, on est en plein dans notre domaine de compétences, quoi. Tout ce qui concerne justement ces châteaux anciens, ces sites un petit peu compliqués d'accès, c'est vraiment le cœur de notre travail. De toute manière, il n'y aurait pas le tourisme, Cucugnan ne serait pas ce qu'il est maintenant. Qu'est-ce qu'on met là? On met une tonne 6. Nous on ne posera pas sur ces murs-là. On posera sur la voûte. On peut mettre un big bag de sable vers le paratonnerre. On a organisé déjà en fonction du type de charge qu'il fallait monter, puisqu'il fallait qu'on monte des matériaux, donc du sable, de la chaux. Il fallait également qu'on monte du matériel, tout ce qui va être bétonnière, groupe électrogène et éléments d'échafaudage. On a créé 3 équipes. Une équipe qui était là où étaient stockés tous les big bags, au parking, là où était également l'échafaudage. On avait une équipe dans les éboulis qui avait préparé les big bags de pierre, tous les moellons dont on a besoin pour remonter, conforter les maçonneries ici. Et puis une 3e équipe qui était là-haut, qui réceptionnait les charges. Donc on avait fait un plan du dispositif de là où devaient aller les charges. Toutes les charges étaient numérotées, on avait les mêmes numéros en bas et en haut. Ouais, Camille. Donc là, il y a 2 paquets d'échafaudage. Ensuite, il nous faudra le 35. Ça arrive. Entre le moment où l'hélicoptère est arrivé et le moment où il est reparti, il s'est passé 1h30. Donc en tout, on a eu 46 rotations pour monter l'ensemble de la première phase du chantier. Entre les chicanes, la petite porte à l'entrée et le dénivelé, avec les moyens dont on dispose actuellement, c'était pas envisageable de faire autrement. Là, ce qui serait bien, c'est d'égaliser celui-là d'abord. Il faut mettre un poteau de 50 sur celui-là, ici. Et après, sinon, c'est que du 2 partout. On est devant le grand échafaudage qui nous a permis de refaire la façade du corps de logis. Pour implanter un échafaudage comme ça, le problème, c'est qu'il faut prendre en compte l'aspect classé du monument historique. Donc il faut éviter de retailler la roche pour avoir des bons plats pour poser l'échafaudage. Le problème, c'est qu'il a fallu l'implanter à flanc de falaise, sur des endroits assez escarpés. Donc on a commencé par implanter une ligne de vie pour pouvoir se mettre en sécurité. Donc on perce la roche, on met des tire-fonds spéciaux. Et en fait, c'est les tire-fonds qui empêchent que ça glisse. Après, on a des ancrages qui vont éviter justement que l'échafaudage ne se sépare du mur. Une fois qu'on a notre premier niveau, tout va très vite. Après, c'est du Lego. Une fois qu'on est bien parti, c'est très facile de monter un échafaudage comme ça. Ça représente à peu près 10 tonnes de matériel qu'il a fallu parfois entreposer assez loin, donc il y a eu beaucoup de manutention pour tout apporter sur place.
Bon bah voilà, on a réussi à accrocher notre échafaudage à flanc de paroi. C'est assez épique quand même. Dans un paysage, c'est magnifique d'être ici. Après, je pourrais taper sur quelqu'un. Voilà. Là, on arrête un peu plus tôt, c'est la fin de journée, on est dans la zone accidentogène là. D'un point de vue administratif, donc, il y a une autorisation qui est délivrée par l'État, par la conservation régionale des monuments historiques. Ensuite, donc, la commune, maître d'ouvrage, décide de missionner un architecte du patrimoine. Et puis cet architecte du patrimoine définit un programme de travaux. Et ensuite, donc, il y a un appel d'offres et une entreprise retenue. Et après, ma foi, ces quatre niveaux doivent travailler en permanence ensemble. On voit des endroits où le mortier ancien est bien conservé, il est bien dur. Il y aura des endroits où il faudra un peu purger. Et puis il y a des endroits où il n'y a plus rien. Et là on voit des endroits c'est assez profond. Donc là il va falloir injecter du mortier liquide. Donc là on est sur la grande façade du corps de logis du château. Donc il y a des endroits où la maçonnerie était vraiment très attaquée avec des trous très profonds, jusqu'à 40 à 50 cm. Donc on a commencé par recharger vraiment en profondeur, remettre des pierres, bien refaire les connexions entre tous les blocs. On applique le mortier de joint à des tutelles, puis au bout de quelques jours que ça a tiré, on le gratte et on brosse bien. On brosse bien pour avoir un bon rendu. On a réalisé plusieurs échantillons et l'architecte a décidé de la composition définitive où on mélange plusieurs sables, plusieurs chaux, de manière à avoir un aspect qui ressemble aux restaurations qui ont été déjà faites, de manière à ne pas créer un patchwork sur ces grandes façades visibles de loin. On a réussi à restaurer une porte qui elle-même était une restauration d'un vieux passage. Visiblement, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a déjà des restaurations anciennes. On a vu qu'ils avaient récupéré des fragments de mortiers de citerne, les mortiers de tuileaux. Ils les ont récupérés pour en faire des moellons. Donc c'est déjà une porte qui a eu du vécu. Leur réparation n'avait pas tenu. Donc là, on espère avoir fait quelque chose qui tiendra plus longtemps. Calcaire dolomitique. C'est des formations en calcaire assez anciennes dans les Corbières. Et en fait, il y a du magnésium qui est naturellement présent dans la roche calcaire, qui offre une grande dureté à la roche. Alors, à la fois, c'est une roche qui est dure, qui est très solide, mais qui est intaillable. C'est-à-dire que quand on tape dessus, elle part en apéricube. Donc là on voit qu'il y a quasiment que les pierres qui tiennent, il y a très peu de mortier. Les pierres sont quasiment posées à joint sec. Et maintenant en fait on va aller chercher à obtenir un peu ce rendu. La plupart des pierres ici vont disparaître, ne vont plus être visibles. Ouais, mais là c'est le vieillissement. C'est le vieillissement. Ça c'est de l'acide citrique. C'est un acide relativement naturel, assez inoffensif pour l'environnement. Voilà, ce qui permet de vieillir un petit peu l'aspect des mortiers. Ça lui fait gagner une dizaine d'années à peu près d'un coup là.
Voilà, donc là j'attaque la finition pour essayer d'avoir quelque chose qui, du premier coup d'œil, ressemble un petit peu à la vieille porte. Après, quand on regarde dans le détail, on voit beaucoup de différences, ce qui n'est pas forcément très grave. Voilà, on cherche à faire une restauration qui s'harmonise sans pour autant falsifier. Voilà. Il y a 2 pierres qui sont tombées et une qui s'est cassée. Mais on n'en remet que 2 parce que vu que sur l'angle là c'est un peu fragile déjà, il vaut mieux pas qu'il y ait des trop petites pierres, il vaut mieux que ce soit des gros morceaux. Ça serait bien. Parce que là si tu veux ce bougeon là il sert à l'empêcher de bouger comme ça, mais bouger comme ça. C'est celle-là, oui, qui risque de bouger comme ça. Oui. Quand on utilise le burin, c'est qu'on peut vraiment pas utiliser la disqueuse. Il n'y a pas c'est pas des outils qui sont faits pour faire la même chose. Et puis bon, c'est pas pareil en pierre tendre qu'en pierre dure. En pierre tendre, on peut se permettre, avec les délais qu'on a aujourd'hui, de tailler à la main, et de concurrencer un peu la vitesse de la disqueuse. Mais en pierre dure comme ça, c'est pas possible. Celle-là, on peut lui donner, si on veut, un petit aspect de taille sur les faces vues, peut-être les faces qui sont au contact. Bon, celle-là, elle est brute, donc on va la laisser comme ça. Mais les faces comme celle-là qui vont être des faces de joint, on va les strier pour pas qu'elles restent trop lisses, pour que le mortier puisse bien accrocher. Et là, de toute façon, vu la configuration, là où elles sont placées, on va les goujonner, on va percer, on va mettre des goujons métalliques. Là, ça c'est fragile. Essaye de ne pas faire forcer. On va travailler en utilisant les techniques acrobatiques, techniques de montagne, quoi, pour pouvoir travailler en sécurité sur l'édicule et reprendre la maçonnerie qui est à reprendre. On a 2 pierres à sceller et le glacis sur le dessus à reprendre aussi. Super! Voilà. Voilà. Celle-là qui sort un peu. Celle-là, ouais, elle sort d'en haut. Ça. Le jour où on ne ressent plus rien, il faut s'inquiéter parce qu'en général, on mesure plus le danger qui nous environne et c'est pas bon, quoi. Il faut toujours être conscient de ce qu'il y a autour de nous. Sur un grand point incliné, mais après c'est vide. Les qualités qu'il faut pour bien tailler une pierre, c'est des qualités qui sont importantes dans la vie. Des qualités comme la rigueur, la persévérance, la remise en question. Le bloc capable, c'est le bloc qui a les dimensions qui permettent d'accueillir le bloc fini, si tu veux. Donc, tu vois, ça c'est la forme du bloc fini. Et le bloc capable, c'est un bloc dans lequel tu peux le retailler, tu vois. Les pierres, on les dégrossit à la disqueuse et on garde toujours entre 1,5 et 3 cm de gras pour faire un aspect de taille qu'on vient retailler à la main. C'est ce qui nous permet d'avoir cet aspect taillé à la main, quoi. Plus on garde de matière, plus ça fait une pierre vivante. Plus il y a d'aspérité, on va dire. C'est un calcaire qui était dans une zone lacustre apparemment. Et on voit bien, si tu veux, que... Alors il y a une histoire de patine qui va se faire avec le temps, mais qu'on n'est pas très très loin de la nature de cette pierre qui est la pierre d'époque. Avec ces espèces de petits trous là, ça doit aussi être du roseau comme on a nous dans nos pierres.
Assez curieusement, par exemple, la taille, c'est une des parties les moins créatives parce que en taille de pierre, quand on taille, on suit des traits, on suit une géométrie qui a été déterminée avant. Et donc on n'a pas vraiment de place pour la créativité, on n'est pas dans la sculpture. La créativité dans le métier, elle se situerait plus déjà dans la part de conception, de dessin, parce que alors soit on est en monument historique et il y a de l'interprétation, il faut essayer de comprendre comment fonctionne le bâtiment et venir se greffer dessus, soit dans la création, dans le neuf, où là on est complètement dans de la création. Et puis il y en a aussi un petit peu dans la pose, dans la finition, parce que c'est aussi à l'appréciation de chacun de dire « Ah tiens, cette arête, je vais la retailler un petit peu, ce sera plus joli ». Donc oui, j'ai tracé une épure. L'épure, c'est le tracé à l'échelle pour pouvoir sortir les gabarits des pierres que tu as vues. Donc ça, tu vois, c'est les gabarits que j'ai sortis sur l'épure. Donc il y en a un par pierre. Et en fait, on voit bien que là, cette forme-là, qui est la forme de la douelle, elle vient s'adapter, si tu veux, à la forme de l'arc. Et du coup, avec cette épure, elle m'a servi aussi à tracer la forme du cintre. Petit pé sauvage. Il y a tout un travail qui est fait en amont, c'est-à-dire qu'on a un gros travail de préparation sur ce type d'ouvrage. Là, on a soumis tout un dossier avant avec toutes les propositions qu'on a vues dans le classeur. Là, on sait déjà on est tous d'accord sur le dessin, sur l'appareil, donc tout ça se fait avant d'arriver sur le chantier. C'est la clé, donc la dernière pierre. Là, on a le parement qui sera vu en arrivant. On a ce qu'on appelle la douelle, c'est la partie cylindrique qu'on devine en dessous là. Donc l'ensemble des douelles de l'arc forme l'intrado de l'arc. Toute la partie qu'il va y avoir en dessous. Et on a un contre-parement qui est vu aussi, donc la même chose que ce parement-là, de ce côté-là. Après, les autres faces sont aussi ouvragées dans la mesure où on y a fait, là, sur les faces de joint, on a fait les pas de doigts pour écouler le mortier de chaque côté. Et puis sur la face du dessus, on essaye de la vieillir aussi un petit peu pour que le mortier vienne accrocher. Donc on se trie à la disqueuse ou on accidente un peu la face pour pas qu'elle soit trop lisse. Là, on en a profité pour mettre la date. Sur un arc comme ça, si on enlève n'importe quelle pierre, tout l'arc tombe, quoi. Je veux dire, la clé, c'est une pierre comme les autres, quoi. C'est juste qu'elle est au centre. Ça touche partout. C'est pas mal, non ? On ne peut pas se permettre sur de la restauration de monuments historiques de trop interpréter ou de partir de manière fantaisiste dans n'importe quelle direction, quoi. Il faut qu'on puisse étayer, quoi, qu'on puisse toujours justifier les choix et que ce soit cohérent par rapport au reste du bâti, tout ce qui est en place. Ce qui est assez probable, et ce qui est même quasiment sûr, c'est que vu que le paratonnerre se trouve ici, il y a eu un impact de foudre qui a visiblement ébranlé tout le massif nord-est là, du donjon. Parce quand on est intervenu, il y avait vraiment tous les 5 à 6 qui étaient sortis, quoi. Qui étaient sortis d'au moins 5 ou 6 cm. On a enlevé toutes ces pierres-là, on les a posées, on les a numérotées pour pouvoir les reposer dans le bon ordre. On a percé 3 trous sur une profondeur de 50 cm.
et dans lesquels on va mettre de la fibre de verre et des tiges, des épingles en fibre de verre. On va injecter un micro-béton dedans pour faire une sorte d'armature pour lier la partie qui était malade, entre guillemets, à la partie saine du donjon. Et on repose toutes les pierres dans l'ordre. Les grosses pierres, on les a enlevées une par une, mais les petites, elles sont venues en paquet. Et on les a laissées comme ça, d'un seul bloc, en les maçonnant autour à la chaux. Comme ça fait un petit peu comme si c'était des grosses pierres. On a repris les parapets extérieurs qui soutiennent les marches d'accès pour les visiteurs. Donc on a fait l'intérieur mais également l'extérieur en travaux acrobatiques pour permettre la pérennité du mur parce que surtout le bas de paroi s'est révélé très dégradé, plus du tout de mortier. Donc c'est des murs un peu tardifs dans l'histoire du château, mais c'était important de venir les conforter parce qu'ils étaient bien mal engagés. Ouais, c'est le principe de la jument, ça prend plus de temps, oui, parce que d'une part, il y a l'installation du matériel, avec il y a aussi la problématique des touristes. Donc c'est juste du rejointement comme on fait nous en intérieur, mais sur l'extérieur. Encore une semaine et voilà, nous avons fini. Et nous repartons vers de nouvelles contrées, de nouveaux châteaux, de nouveaux défis aussi, à la fois physiques, monétaires, matériels et historiques. On avait un panel de à peu près tout ce qu'on sait faire et ça c'est assez agréable parce qu'on a plus souvent des chantiers monotâches. Très intéressant, ouais. On découvre pas mal de choses. Moi qui débute forcément, j'apprends pas mal de choses. Donc c'est bien quoi. Ces chantiers c'est physique, on prend les aléas, quand il fait froid il fait froid et quand il fait chaud il fait toujours trop chaud. Voilà. C'est comme ça. Hein. Mais heureusement on est une bonne petite équipe, on s'entend bien et on est assez rustique. On fait un métier en maçonnerie spécialisé dans le patrimoine et il n'y a pas plus merveilleux de restaurer ces monuments. Donc non, après Kérébus, c'est sûr que pour mon deuxième chantier, c'est quelque chose de magnifique et que ça a un souvenir à vie. Je pense que pour Accessite, c'est le chantier qui montre qu'on a une certaine une capacité technique et logistique pour faire des chantiers importants, quoi. Ça amène un vrai sérieux à notre entreprise qui est jeune. Hein. Ça fait que 5 ans qu'on est dans les MH. Voilà, pour nous, c'est un chantier qui fera date, ça c'est sûr. Puis on a profité aussi du privilège d'arriver tôt le matin et de voir des levées de soleil magnifiques et d'avoir le château pour nous tout seuls.